Voilà. Si on joue ensemble, on obtient ce qu'on veut. Si on a une performance à atteindre, ça devient un acte performant. Et là, c'est à pile ou face. C'est le pire poison du couple, ça, et de la sexualité et de l'amour. C'est les injonctions. Il faut que ça dure, il faut que ce soit dur. Il faut qu'on soit ensemble, il faut pénétrer. Il faut ci, il faut ça. Mais en amour, il faut pas forcément tout ça. Ça vient comme ça vient, et ça vient si ça peut. Et si ça vient pas cette fois-ci, ça viendra la prochaine fois. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre sexualité, tous les mardis avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors je rappelle Nadia que vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. On va parler de sexualité pour les nuls ce matin, ça nous arrange. En tout cas moi ça m'arrange. Rika Etienne est avec nous. Bonjour Rika. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste spécialisée en santé, psychologie et sexologie. Vous avez écrit de très très nombreux livres santé et vous dédiez votre livre à votre mari, l'homme que vous admirez le plus au monde, avec Alexandre Dumas. C'est vrai. Si avec ça vous n'avez pas un gros câlin, franchement. Est-ce qu'il a lu la dédicace ? Je crois qu'il l'a lu, mais ça l'a même pas étonné. Ah mince, donnez-vous du mal. Mais c'est un homme vraiment exceptionnel. Ah bon, d'accord. Je confirme. Moi qui le connais après elle, bien entendu. Avec Alexandre Dumas. Donc là on voit qu'entre deux époques, il ne s'est rien passé quand même, Rika Etienne. Il s'est passé pas mal de choses, pas mal de lectures aussi, mais franchement, ce sont mes deux totems dans la vie. Le docteur Sylvain Mimoun est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Gynécologue, andrologue, psychosomaticien et vous dirigez le centre d'andrologie de l'hôpital Cochin. Et donc vous publiez la nouvelle édition de Le sexe pour les nuls dans la célèbre collection Pour les nuls de chez First. Et c'est la version 2020 qui sort en 2021 parce qu'il y a eu du confinement. Donc vous avez revisité le livre, revisité le livre par l'époque, mais dites donc, ça allait drôlement vite depuis la première parution. C'est incroyable tout ce qui s'est passé. Et même avec Sylvain, quand nous avions écrit la trilogie Sexe et Sentiments chez Albin Michel il y a 10 ans, quand nous avons abordé de nouveau la question de la sexualité aujourd'hui, mais nous avons été vraiment époustouflés par les différences entre, simplement en disant tout ce qui a pu se passer dans la conception de la sexualité au plan sociologique et peut-être même aussi au plan des pratiques. D'ailleurs, on pourrait parler d'évolution des sexualités pour le coup. Pour le coup, c'est absolument juste. Et là, on est au cœur du problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 5 ans, c'est 10 ans. C'est encore, ça va même beaucoup plus vite que ça. On le voit même nous en faisant les émissions toutes les semaines, Nadia, les référentiels changent très très vite. Complètement. Alors vous avez remercié, vous, Rika Etienne, le docteur Mimoun, qui vous a enseigné la manière d'interpréter le sexe et les sentiments à travers le filtre de la psychosomatique, justement. Qu'est-ce que ça change d'interpréter le sexe par ce prisme-là, Ça change tout, parce que quand on a commencé avec Sylvain à écrire un premier livre sur les ados, la sexualité des ados, puis des hommes, puis des femmes, puis des plus de 40 ans, à chaque fois, Sylvain, qui est gynécologue, andrologue, psychosomaticien, c'est la réunion du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas interpréter une blessure du corps, par exemple une cystite, un trouble de l'érection, une soi-disant frigidité, sans passer par ce qui se passe dans la tête et tout en haut, parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Mais c'est valable pour toutes les maladies. On ne peut pas les interpréter sans passer par l'esprit et la manière dont elles sont métabolisées par votre système psychologique, cérébral. Voilà. Donc Sylvain peut en parler. Et tout en nuançant sur le fait que on ne va pas faire une psychanalyse de l'individu qui vient consulter, que cet individu soit homme ou femme, mais plutôt comment aider cette personne à comprendre au mieux ce qui lui arrive. Et si cette personne comprend ce qui lui arrive, les choses peuvent changer pour elle. Vous expliquez que l'important, c'est d'avoir une bouée de sauvetage. Oui, en tout cas, c'est de ne pas perdre pied. C'est de se sentir en phase avec ce qui arrive. Et surtout, une des premières questions que je pose aux patients et patientes, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir envie d'en sortir ? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question ? Pourquoi est-ce qu'on fait l'amour, par exemple ? Moi, oui. Les autres, non. Alors, vous
Allez-y, docteur Mimoun. Non, mais moi, je ne peux aider quelqu'un que si la personne me répond oui à cette question-là. Est-ce que vous avez envie d'avoir envie ? Et il n'est pas rare qu'elle vienne, alors qu'elle commençait la consultation, en disant vous êtes ma dernière bouée de sauvetage, et je lui dis est-ce que vous avez envie d'avoir envie ? Elle me dit non. À ce moment-là, c'est capital qu'on recentre sur qu'est-ce qui ferait qu'elle puisse avoir envie. Et souvent, elles disent non parce qu'elles pensent que c'est impensable d'arriver au sommet de l'Everest. Son symptôme, c'est l'Everest. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on a envie de faire l'amour, pas seulement la recherche du plaisir, il y a aussi la recherche de la proximité avec l'autre. Quand on est à deux, et la seule façon d'atteindre finalement le plaisir et l'orgasme, c'est de lâcher prise complètement. Et ça, c'est une expérience rare. C'est vraiment un moment miraculeux et qui se joue à deux. Si on n'est pas deux pour lâcher prise, pas forcément en même temps, mais d'accepter que l'autre vous regarde lâchant prise et que vous regardiez l'autre lâcher prise, c'est d'une intimité extraordinaire. C'est pourquoi je considère c'est vraiment un miracle de lâcher prise ensemble. Et c'est pour ça que les gens, finalement, recherchent ce moment de complicité extrême. Alors, il y a un chapitre sur l'orgasme, cette histoire de on jouit ensemble, ou on a un orgasme à deux. Le mythe de la synchronicité. Ouais. Alors, tu veux répondre ? C'est à déconseiller, tout simplement parce que ça va nous prendre la tête. Si on commence à se mettre dans cette situation de se dire est-ce que je vais la voir en même temps qu'elle ou elle en même temps que moi ? On joue ensemble, ça s'appelle. Oui, mais il faut jouer ensemble. On jouit. Oui, mais il faut jouer ensemble. Ah oui, pardon. J'ai cru que c'était mon sonotone qui était déréglé. Non, d'accord. Non. Donc pour jouer, il faut jouer. Si on joue ensemble, on obtient ce qu'on veut. Si on a une performance à atteindre, ça devient un acte de performance, et là, c'est à pile ou face. C'est le pire poison du couple, ça, et de la sexualité et de l'amour, c'est les injonctions. Il faut que ça dure, il faut que ce soit dur, il faut qu'on soit ensemble, il faut pénétrer, il faut ci, il faut ça. Mais en amour, il faut pas tout ça. Il faut pas forcément tout ça. C'est pas obligatoire. Ça vient comme ça vient, et ça vient si ça peut, et si ça vient pas cette fois-ci, ça viendra la prochaine fois. On se met beaucoup trop d'injonctions, et paradoxalement, c'est depuis mai 68 que ça a pris le plus de tout ça, le plus d'importance finalement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits et que les écrits restent, entre guillemets. C'est ça là. Finalement, c'est pas aussi paradoxal que ça, parce que justement, on a tellement centré en fait le discours sur la sexualité, ce qui était tout à fait normal puisque tout était tabou auparavant. Certaines choses restent encore tabous. Finalement, on a déplacé le curseur vers cette justement injonction au tout sexuel, même pour les personnes qui ne sont pas forcément, d'ailleurs vous en parlez dans le livre, les asexuels, les personnes qui ne sont pas forcément attirées sexuellement par d'autres. Mais avant, on avait des boucs émissaires. C'était de la faute de la société, s'il fallait faire comme ça, si la religion était dans le lit de la personne, c'était de la faute de tout le monde. Et puis à partir de mai 68, avec tous les slogans jouir sans entrave, etc., la faute, elle est tombée sur vous parce que ça dépendait plus que de vous. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment fallu jouir tout le temps. Et avec tout le monde. Et donc ça a été finalement, moi je suis pas du tout contre ce qui s'est passé en 68, fallait que ça bouge, mais disons qu'il n'y a pas eu que des avantages, il y a eu aussi paradoxalement des difficultés nouvelles et supplémentaires qu'il a fallu apprendre à surmonter aussi. Moi, ce que je dis aux patients quand ils me disent j'essaye de jouir à chaque fois, je dis vous n'êtes pas un robot. Donc à partir du moment où on n'est pas un robot, on n'est pas une machine à jouir, quoi, qu'on soit homme ou femme. Et à partir du moment où on est dans la complicité avec l'autre, c'est là que le remède miraculeux vient. D'ailleurs, pour rebondir sur cette question de révolution, vous parlez de mai 68, mais vous dites qu'il y a aussi eu
deux autres révolutions qui ont contribué au changement des mentalités. Oui, il y a eu Internet avec les réseaux sociaux et juste avant, il y a eu le porno et ça a beaucoup changé. Tout ça, ça nous a fait vivre tous dans l'illusion qu'avec ça, on allait gagner le Graal. Enfin, les réseaux sociaux, on va se rencontrer vite, on va rencontrer la personne ciblée qu'on a choisie, on a rempli toutes les cases, on a coché, on a fait des QCM, etc. On s'est dit, ça va être formidable. Sauf que syndrome de la boîte de chocolat. C'est-à-dire que si c'est pas le bon, on va en essayer un autre. Et puis on s'est dit, c'est allé plus vite aussi. Donc, tout ça n'a pas forcément arrangé les choses. Et le porno, pareil, ça pouvait être quelque chose de formidable. Pourquoi pas ? Parce que on apprenait des choses qu'on ne connaissait pas. Enfin, on n'était pas obligé de se fier à la parole du copain. Et évidemment, on n'allait pas demander aux parents. Mais le porno, ça a aussi créé des injonctions. On s'est mis à penser que, oui, c'était grand, fort, qu'il fallait. Oui, la performance. Ça a majoré. Des scripts sexuels très exactement, codifiés, très codifiés. Lesquels on ne peut pas sortir. Et surtout avec une position de la femme qui est vraiment pas du tout respectable, qui est méprisante, humiliante, alors que dans un acte sexuel, même si on regarde un porno, même si on est très attaché et pris de la personne, on n'est pas du tout obligé de passer par ces scénarios-là d'humiliation. On fait ça au fond avec un objectif, c'est de parvenir à la jouissance. Est-ce qu'il y a des études qui existent sur le pourcentage de personnes qui ont déjà vu un porno ? Parce que quand on parle du porno, j'ai l'impression qu'on part du principe que tout le monde en a déjà vu. Des études, oui, il y en a, des pourcentages, je ne saurais pas les citer, mais en tout cas, ceux à quoi on s'intéresse, je crois que quasiment tous les adultes. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a un impact parce que tout le monde en a vu. Quasiment, mais c'est surtout ce qui commence. Ce qui commence. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle de films ? Est-ce qu'on parle de photos à caractère pornographique ? C'est en tout cas des représentations. Comment dirais-je, étiqueté comme pornographique, tout le monde en a vu. Après, est-ce que tout le monde a vu un film de A à Z ? Moi, j'en sais rien, ça, je sais pas. Mais ce qui a été très étudié, ce sont les jeunes. À partir de quel âge ? Et on a des chiffres qui sont très souvent renouvelés, validés et tout ça. Pour les adultes, j'avoue que j'ai pas les dernières statistiques, mais c'est massif. Si les jeunes sont analysés, étudiés dans une étude, on sait que ces jeunes deviennent moins jeunes assez vite, entre guillemets, et donc ça va toucher toute la société. En fait, ça commence par les jeunes, mais ça reste. Une fois qu'on a ça dans la tête, on n'oublie pas. Et il y a de plus en plus de femmes qui c'est clair. Qui s'y mettent. Ce qui est nouveau maintenant, c'est nouveau. C'est que les femmes... pour moi, il y a une deuxième ou une troisième révolution sexuelle pour la femme. C'est qu'au début, elle le faisait pour faire plaisir à l'autre, tandis que maintenant, elles veulent pour avoir du plaisir elles-mêmes. Et il y a de plus en plus de femmes qui se masturbent, par exemple, alors qu'avant, c'était... Moi, ça fait un certain temps que je suis médecin, gynécologue et sexologue, et je sais qu'il fut un temps où de parler de masturbation, ça paraissait impensable à certaines femmes. Alors qu'aujourd'hui, aucune femme, même celles qui ne le font pas, n'est choquée par ça. Elles disent toutes « Ah oui, je l'ai fait à un moment donné, j'ai repensé à le refaire. » Ça fait partie de leur environnement, quoi. Alors, les femmes avaient une pratique auto-érotique, mais elles ne le disaient pas forcément. Mais il y en avait qui avaient une pratique auto-érotique non consciente, c'est-à-dire qu'elles ne pensent pas, parce que là, c'est pas du tout la même chose de se dire, ce qui m'a le plus surpris, moi, ces temps-ci, c'est une femme qui n'a pas envie de faire l'amour et qui m'a dit, je me suis vu un petit porno sur mon iPhone et ça m'a excité, ça m'a redonné envie. Donc, elle crée de l'excitation comme les mecs le faisaient en regardant un film, etc. Et d'une certaine façon, c'est très bien. La seule chose, le seul danger de cela, c'est que de l'autre côté, il peut y avoir l'addiction.
Si tout d'un coup on commence à se dire j'ai besoin de ça et je le fais chaque fois, à ce moment-là on s'oublie soi-même. Voilà, on parlait hors antenne de la collection pour les nuls, puisque le sexe pour les nuls vient de ressortir, c'est chez First. Nous avons Rika Etienne qui est avec nous, qui a coécrit avec le docteur Sylvain Mimoun ce livre. C'est une encyclopédie, il faut dire que c'est le livre de référence sur la sexualité. C'est complète, oui. Oui, tant sociologiquement que psychologiquement et physiquement et médicalement. Donc... Oui, c'est vrai. Et je vous rassure, en fait, c'est une collection pour les gens qui veulent se cultiver. C'est très érudit comme collection. Et quand vous lisez ça, le sexe pour les nuls, c'est vraiment, vous n'êtes pas si nul que ça. C'est pas parce que vous êtes nul au lit. C'est pas ça que ça veut dire. C'est parce que vous voulez tout savoir sur l'histoire. Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée quand nous avons écrit ce livre, c'est que vraiment la sexualité et non pas le sexe, c'est quelque chose il y a un souffle transversal à travers les temps, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui a été créé il y a des milliards d'années, en réalité, parce que nous sommes les descendants d'ancêtres qui eux-mêmes ont inventé la sexualité telle qu'elle est aujourd'hui. On ne sait pas, vous vous posez des questions sur Cro-Magnon. Moi, je m'interrogeais de savoir si Cro-Magnon, d'abord, il avait 1 ou 2 épouses, ou 3 ou 4, s'il était fidèle. Alors, est-ce qu'on sait ça, si Cro-Magnon était fidèle ou pas ? C'est marrant qu'on se pose la question de Monsieur Cro-Magnon et pas de Madame Cro-Magnon. Bon, Nadia, vous n'allez pas commencer. Je vous laisse la prochaine question. Madame Cro-Magnon, je vous laisse la question après. En tout cas, contrairement à ce qu'on pense, sans doute que Cro-Magnon était monogame et pas polygame. Parce que pour être polygame, il faut avoir beaucoup de ressources dans son environnement. Et donc, alors il peut avoir des femmes successives s'il survit à son... Au mammouth. Voilà. Et puis... enfin, je sais pas, parce qu'à l'époque, les femmes, quand même, elles mouraient énormément en enfantant. Donc, sans doute que les hommes vivaient un peu plus longtemps que les femmes, mais sans doute était-il donc exactement comme l'homme contemporain d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt monogame et plutôt fidèle, mais franchement j'y étais pas et personne n'y était. Moi non plus, voilà. Mais... D'ailleurs, vous posez une question dans le livre sur la fidélité, est-ce qu'il existerait un gène de l'infidélité ou pas ? Je sais qu'il y a des recherches dans ce sens, oui, absolument, il y a eu des recherches et on a montré, c'était l'ocytocine en fait. Alors je connais l'ocytocine. Non mais enfin non, attendez, c'est important. Non mais c'est très important. Alors, mais toutes ces recherches ont été faites sur des rats des villes et des rats des champs. Et donc on est un peu loin de l'homme. On est très loin de l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre. Ils ont fait pareil avec le sucre, je vous préviens. Oui, et on s'est rendu compte que les rats des villes étaient sécrétés peu... Est-ce que c'était eux enfin bref, on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de rats qui sécrétait beaucoup d'ocytocine et ils étaient fidèles, et une catégorie de rats qui ne sécrétait pas du tout d'ocytocine, très peu, et ils étaient complètement infidèles. Et alors là, c'était la fête tous les soirs. Et quand on a injecté de l'ocytocine aux rats infidèles, ils sont rentrés dans le rang, complètement fidèles. Ouais, mais alors après, il y a eu un vice de procédure parce qu'on s'est rendu compte après que finalement, c'était peut-être pas dû à l'ocytocine. Après, mais il faut jamais... Comme toujours dans les études, mais... Il faut jamais interpréter un comportement psychologique, social, seulement avec de la biochimie. De la génétique et du gène. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a la génétique, mais il y a aussi toute une discipline qui est l'épigénétique, aussi, qui est la transformation de la génétique par tout ce qui se passe dans votre environnement. Puis alors, je ne vous parle même pas de la psychologie, tout ça, c'est super important. Donc non, on ne peut pas dire que la fidélité soit génétique, de même qu'on ne peut pas dire que l'homosexualité soit génétique, on ne peut pas du tout rentrer là-dedans, ou que l'agressivité soit génétique. Ça non plus, c'est pas possible. Le comportement, la psychologie sont essentiels chez l'humain, surtout chez l'humain. Et donc pour le titre, alors pourquoi le sexe pour les nuls et pas la sexualité pour les nuls ? Heureusement, c'était le sexe pour les nuls. Parce que il fallait parler de sexe. La sexualité, c'est trop flou. C'est trop flou comme thème. C'est un thème c'est pour faire un colloque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est science nat, en fait. Ça fait un petit peu science naturelle. Oui, voilà. Et c'est comment les humains vivent ou les animaux vivent, etc. Tandis que le sexe, ça parlait clairement
À de tout sexe. le monde, ouais. Mais non, vous parlez pas que de sexe, en Ouais, fait. c'est ça. Justement. Mais on parle d'amour aussi. Voilà. Ah oui, Oui, Bah mais- Mais quand on parle d'amour, on peut parler de sexe. Alors que si on mettait la sexualité, ça restait un livre intellectuel. Et le but du jeu, même si ce livre a beaucoup d'informations qui est très intellectuelle par ailleurs, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de dire clairement les choses au départ. Alors, je partage pas totalement votre avis là, parce que pour le coup, pour moi, la sexualité est un terme qui n'est pas flou, mais qui est plutôt effectivement global. Englobant. Il me semble, en tout cas, votre livre enfin, il a une démarche holistique, hein, parce que vous englobez vraiment toutes les sous-disciplines du coup de la sexualité. Donc, pour moi, ça avait plus de sens qui est là où les sexualités, parce que pour le coup, vous parlez de tout. Vous parlez de l'histoire de la sexualité, des sexualités, en passant par beaucoup de cultures, des petites anecdotes aussi historiques. Vous rentrez dans les détails biochimiques, dans l'anatomie. C'est très vaste. Donc finalement, on n'est pas que dans le sexe. Parce que sexe, on peut aussi le comprendre sexe anatomique. Ou sexe social, ou ça peut être aussi restrictif. Je pense que les deux discussions, c'est une discussion sans fin. C'est ce que vous lancez là. Parce que, en effet, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais je pense pas qu'on ait raison ou tort d'un côté ou de l'autre. Oui, évidemment. C'est ça la vraie difficulté. Voilà. Il me semble qu'il y a un argument aussi commercial, c'est que sexe, c'est commercialement, ça monte tout de suite au cerveau. C'est percutant, c'est plus court. Voilà. C'est plus punchy quand même. Mais vous avez raison sur le fond, complètement. Et sur la forme, c'est l'éditeur qui choisit. Bon, moi j'étais très triste. Vous avez déconstruit un mythe que Cléopâtre aurait inventé le premier vibromasseur. Ils ont inventé beaucoup de choses, des Égyptiens. Qui était pas à pile, mais qui vibrait. Oui, en effet. Alors, Cléopâtre, on raconte de la pauvre Cléopâtre, déjà que c'était une nymphomane, et qui raconte ça c'est les autres qui l'étiquetaient comme ça. Ce sont les vainqueurs. Ça, c'est l'histoire racontée par les vainqueurs. Et donc, Cléopâtre était une nymphomane. Elle avait inventé un vibromasseur à base de guêpes qui vibrait et qu'elle se rentrait dans le vagin. Non, mais vous imaginez la torture, un papyrus avec des guêpes à l'intérieur. C'est un mythe complètement inventé, qui n'est pas du tout vérifié, mais c'est une histoire racontée par les vainqueurs, en quelque sorte, pour salir Cléopâtre, qui était une femme par ailleurs très intelligente. Enfin, qui aurait inventé des procédés contraceptifs, qu'elle confectionnait elle-même. Enfin, elle était très au point, Cléopâtre. Très au point, mais comme tous les gens à cette époque, en Chine ou dans l'Antiquité, il y avait différents moyens d'essayer de pas tomber enceinte, parce que c'était parfois une catastrophe. Parfois, ça pouvait être une malédiction. Ça dépendait des ressources qu'on avait. Donc parfois. Donc pour Cléopâtre, pour le vibromasseur, moi je vous assure qu'elle l'a sans doute pas fait et que on ne peut pas la taxer d'avoir utilisé ce genre. Vous achetez pas l'histoire, vous? Non, moi je l'achète pas. Même si vous allez sur Internet, vous la retrouvez partout. Alors justement, ça va nous permettre, sans transition aucune, de parler des sextoys. Sylvain Meimoun, vous nous avez dit que vous pratiquiez quand même depuis plusieurs décennies. Oui. À quel moment vous avez vu... En tant que sexologue, oui, bien sûr. Mais... Nadia, vous pensez à quoi, vous? Écoutez, vous passez du sextoys à vous pratiquer depuis... Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que puisqu'on apprend dans votre livre qu'il existe des sextoys pour hommes, vous les avez arrivés quand, les sextoys en consultation? Et comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette mode qui est plutôt récente? En dehors des sex shops et des clients... Je pense que ce qui a lancé la mode du sextoy, c'est l'émission tout simplement Sex and the City. Et donc c'est la série. Télé, c'est la série, et donc il y a eu ça. Et à partir de là, il y a quelques vendeurs
se sont dit, c'est bien la télé, mais si on pouvait gagner un peu de sous avec, ça serait pas mal. Et du coup, ça s'est vendu comme ça. Et c'est rentré dans les mœurs. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que réellement, les femmes ont adhéré à ça. Et ça a changé la donne. Quand je disais tout à l'heure que la masturbation, c'était le tabou par excellence en consultation, et ben maintenant, ça devient banal, quoi. Non, même nous, on se rend compte que c'est un sujet qui reste aujourd'hui très compliqué à évoquer, y compris à l'antenne et y compris en libre antenne. Les gens n'en parlent pas. Ça reste un sujet, tout le monde le fait, mais personne n'en parle. Voilà. Mais pourquoi faudrait-il en parler ? C'est quand même une activité personnelle, intime, sans que ce soit tabou. On n'a pas besoin de tout mettre sur la place publique. Pourquoi faudrait-il en parler finalement ? Parce que la parole a un pouvoir qu'il ne faut pas mésestimer. On ne dit pas de parler de son intimité. Oui. On dit de parler d'un de acte ça en général. Comment dirais-je, de le rendre, en fait, de le normaliser, en fait, parce que la réalité est que nous vivons de façon tous et toutes hypocrite. La majorité des personnes ont découvert l'auto-érotisme, sauf que en parler devient un tabou. Et au-delà de ça, et on le sait dans certains pays, ce n'est pas que en parler qui est problématique, c'est même de le pratiquer. Donc du coup, le fait de parler, et d'ailleurs la révolution sexuelle en France, ça a été d'abord la parole, et ensuite la libération au niveau des actes. Donc oui, c'est fondamental d'en parler. Pas parler de sa propre intimité, mais en tout cas de parler de l'existence de cet acte. Là, on est complètement d'accord. Oui. On parle bien de la même chose. C'est pour ça que je redis, parce que je sais que ce que vous exposez, et là je vous rejoins effectivement, ce n'est pas, et on a cette déviation aussi, ce glissement, je veux dire plutôt, de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, où tout le monde expose son intimité, effectivement. Ça, c'est encore autre chose. Mais parler d'un acte et de finalement le détabouifier me semble pas une mauvaise chose. Et de le dédramatiser, bien sûr, le normaliser finalement. Oui, tout à fait. Mais en fait, depuis le commencement des temps, la sexualité, elle est basée sur la norme reproductive. Et tout le tabou, il est venu de là. À partir du moment où c'est procréatif et reproductif, c'est forcément hétérosexuel. Tout a commencé là. Tous les tabous ont commencé à ce moment-là. C'est qu'il faut être un homme et une femme. Il faut se reproduire et faire des enfants. À partir de là, ça va, c'est à peu près correct, à peu près normal. Et si vous sortez de ce schéma-là, c'est-à-dire que si vous aimez les garçons quand vous êtes un garçon, les filles quand vous êtes une fille, là, ça va plus du tout. Et si en plus vous utilisez des instruments, mais là, ça va plus du tout. Donc, la norme, elle s'est bâtie là-dessus. Et les sextoys, finalement, ça rentre dans ce schéma-là, reproductif. Comme on se reproduit pas avec un sextoy, c'est donc pas bien. Tout à fait. Théoriquement. Tout à fait, c'est-à-dire que d'ailleurs même le plaisir, tout ça est lié aussi à cette question de plaisir, avoir une sexualité hédonique, donc qui nous apporte du plaisir sans forcément avoir un objectif procréatif. Vous voulez qu'on parle d'onanisme ? Alors Justement, avant de parler avant d'utiliser le terme masturbation, vous le dites très bien dans votre livre, on parlait à une époque d'onanisme, et c'est mal connaître derrière l'histoire d'Onan que de parler de masturbation, parce qu'il n'est même pas question de masturbation dans cette histoire. Pas du tout, non. Onan, en fait, Alors, il est d'où, Onan ? Parce qu'il faut expliquer à tout le monde, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est dans la Bible. Voilà. Déjà, on le retrouve, c'est un personnage biblique. Et en fait, son frère était mort, et puis de par la loi juive, il devait honorer sa femme et lui faire des enfants. C'était obligatoire. Sauf qu'il n'avait pas envie. Donc, pour ne pas mettre la femme de son frère enceinte, il rejetait sa semence à l'extérieur de la femme de son frère. Et du coup, l'onanisme a été considéré comme un péché très grave. Et à partir de là, il y a eu la soudure entre masturbation et onanisme, pas bien.
Voilà. Oui, c'est ça, parce que, comme vous le dites très justement, semences considérées comme sacrées, comme précieuses, comme l'aboutissement à la procréation, ne devant pas être, entre guillemets, gaspillées. Et donc, pour le coup, il y a eu ce glissement, puisque lorsqu'on a une pratique auto-érotique, pour le coup, il y a, notamment chez l'homme, et là, ça pose la question de la masturbation masculine, la masturbation uniquement masculine et pas la masturbation féminine qui est prise en ligne de compte. On doit quelque chose à Rika Etienne. On imagine qu'un rapport sexuel normal, c'est Versailles avec son et lumière. Voilà. Et que si on n'a pas tout ça, finalement, on est nul. Non. Ça peut ne pas être Versailles. Ça peut ne pas être Versailles. Mais ça va vous suivre, cette histoire de Versailles, Rika Etienne. En tout cas, pas tout le temps. On a, en fait, ce qui est vraiment interrogé par la nouvelle génération actuelle, c'est le fait que l'acte sexuel soit forcément suivi d'une pénétration. Ça, c'est pas obligatoire. Il y a des caresses qui sont différentes et qui peuvent faire plaisir à l'homme comme à la femme. Il y a aussi ce qu'on interroge, le fait que ce soit tout le temps et à chaque fois avec une jouissance. Non, c'est pas forcément. C'est ce qu'on disait au début. Donc tout ça est complètement remis en question. Et puis il y a aussi le fait que ce soit systématiquement avec un partenaire du même sexe. Ça aussi, les jeunes. Je pense que si on faisait un sondage aujourd'hui, on verrait que non seulement la normalité pour un jeune de 20 ans aujourd'hui, c'est pas l'hétérosexualité, mais c'est la bisexualité. C'est-à-dire qu'ils pensent maintenant complètement différemment de leurs parents et de leurs grands-parents. Les normes sont vraiment en train de bouger. On se retrouve dans 10 ans et vous allez voir. Et d'ailleurs, les normes bougent tellement que on commence même à sortir de la binarité, c'est-à-dire uniquement les représentations de la femme avec une vulve et de l'homme avec un pénis. Il y a des notions qui sont en train de se développer énormément aujourd'hui, et tant mieux pour les gens qui sont concernés, qui étaient complètement ostracisés, stigmatisés. C'est-à-dire les personnes intersexes, les transsexuels, les personnes queer. Tout à fait. On a, pour vous, c'est complètement, pour vous, pour moi, pour tous les gens qui sont dans cette salle, il y a 2 catégories de gens dans la vie, il y a les hommes et il y a les femmes. Eh bien non. Maintenant, on découvre que même au plan génétique, chromosomique, hormonal et puis génital, il y a tout un continuum possible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les chromosomes d'un homme, mais finalement être une femme. Et pas que psychologiquement, ça peut être hormonalement, ou alors ça peut être génétiquement, ou alors ça peut être au niveau de vos gonades. Tout ça, c'est quelque chose de très perturbant, parce que finalement, c'était très rassurant de se dire, il y a le blanc, le noir, le gentil, le méchant, l'homme, la femme, le yin, le yang. L'actif, le passif. C'est l'actif, le passif, tout est lié. C'est simplificateur, et en fait, on se rend compte que la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la vie qui est plus compliquée. Et la vie, c'est pas que la sexualité, c'est la vie qui est compliquée et qui a beaucoup de... Tout en nuances. Tout en nuances. Il y a des... Et donc, il y a toutes ces nuances qui sont au plan, donc, y compris génétique, physique et comportemental. Les transgenres, c'est du comportement, c'est du social. Ils ne se sentent pas être ce qu'ils sont dans le sexe où ils sont nés. Vous êtes né garçon, XY, mais vous vous sentez femme. Donc, ils revendiquent ça. Et les intersexes, eux, il y a des gens qui veulent être ni homme ni femme, qui veulent être les deux, ou aucun des deux. Alors, c'est pas des personnes intersexes, c'est des personnes non-binaires. Les non-binaires. Voilà. Les non-binaires. Et donc, tout ça complique complètement la donne. Tout à fait. D'ailleurs, vous dites même historiquement... sociologiquement, en fait, on voit dans d'autres cultures, vous décrivez très bien dans le livre, ce que nous, on a établi comme norme du féminin et du masculin n'existe pas dans d'autres cultures. C'est ça. Alors, ils peuvent avoir des mythologies différentes ou c'est pas... Dans le mythe fondateur, d'ailleurs. Les mythes fondateurs. De certaines traditions, il n'y a pas femme-homme. Nous, c'est Ève qui est née de la côte d'Adam, mais dans d'autres mythes fondateurs, ce sont des femmes qui sont elles-mêmes fondamentalement les
grande créatrice de l'univers, et les hommes vont en découler. Il y a un mythe fondateur où c'est 2 hommes d'ailleurs qui donnent naissance au reste de l'humanité. Donc comme quoi finalement on reste en Occident figé en fait par le mythe fondateur d'Ève, femme, Adam, homme, alors que dans d'autres mythes fondateurs, c'est la spécificité binaire n'existe pas en fait. Et il y a des cultures aussi à l'heure actuelle, sans parler des mythes, mais par exemple, on a calculé qu'il y avait environ 150 cultures indiennes où le fait que vous soyez né garçon, ça n'a, ou fille, ça n'a absolument aucune importance. On vous choisit un ancêtre dans lequel que vous voulez finalement continuer de perpétuer, et vous allez perpétuer son souvenir, et jusqu'à votre disons adolescence, vous allez être du sexe de l'ancêtre choisi pour perpétuer sa culture et son souvenir. Quel que soit votre sexe biologique. Exactement. Donc tout ça, c'est très mélangé en Inde et aussi en Amérique du Nord, chez les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique du Nord, 150 cultures où tout ça n'est pas si clair. Bon, il y a plein de questions essentielles dans votre livre Le sexe pour les nuls. Ah, c'est très complet. Alors, la taille du pénis est-elle importante dans un rapport hétéro ? Ça, c'est pour les messieurs qui s'inquiètent et qui voudraient partir à Dubaï se faire opérer. Docteur Mimoun. Ils n'ont même pas besoin d'aller à Dubaï. Ça se fait à Vous, Paris. vous connaissez des adresses à Paris ? Oui, bien sûr. On va donner votre 06 à la fin de l'émission. Pas lui. Non, mais c'est le vieux fantasme imaginaire de l'homme qu'il faut toujours avoir la plus grosse. Alors à la fin, ça se termine par une plus grosse voiture, point à la ligne. Ce que je veux dire. Si on a une plus grosse carte de crédit, ou une plus grosse carte de crédit, avant la plus grosse voiture, il faut avoir la plus grosse carte de crédit. Non, c'est pour ça que je dis ça. Exactement. Voir une plus grosse femme à certaines époques et dans certaines cultures. Oui, qui était la norme. La plus grosse maison. Mais en Afrique du Nord, d'où je viens, en effet, les femmes, il y avait ce que nous on appelait la nourriture du mariage, et c'était des nourritures qui faisaient grossir les femmes, parce que c'est ça qui elle cherchait à grossir d'ailleurs. Elle cherchait à grossir, et les hommes qui étaient avec elle, ils étaient contents parce qu'elles étaient grosses. Donc, comme quoi, il y a une question de mentalité momentanée à telle ou telle période de la vie, dans tel ou tel pays. En tout cas, c'est faux. Pour répondre à la question que je vous posais, rapport à la plus grosse, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien ? Ça, c'est important de le dire aussi. Parce que, en fait, les femmes, elles peuvent jouir par leur clitoris, qui est quand même extérieur, et aussi par les arches profondes du clitoris. Mais c'est tout près, en fait, à l'intérieur du clitoris. Si vous pénétrez de 3 à 4 cm, vous pouvez faire jouir une femme sans problème. Même 1 cm. 1,5 cm, 2 cm, elle peut jouir de cette façon-là. La seule chose que je suggère aux hommes que je vois... Alors, suggérez-le devant votre micro, parce que c'est important, allez-y. Oui. Alors, ce que je suggère aux hommes que je vois, c'est la femme jouit d'abord par les caresses. Et donc, si vous la caressez, elle vous sera reconnaissante. Et moi, je voudrais rajouter que la femme jouit d'abord par elle-même. Voilà. Bon, ça peut être... Est-ce que vous voulez qu'on parle des fantasmes, Nadia ? Les trois. Bon. Vous évoquez, Dr Mimoun, ce qui a changé en 35 ans de consultation, et pourtant vous dites que les troubles du désir sont à la hausse, l'éjaculation prématurée est à la hausse, les troubles de l'érection sont devenus la hantise des hommes, mais ça, c'est quand même des troubles qui existent depuis toujours, finalement, c'est pas nouveau. Oui, mais ce qui a augmenté, c'est l'anxiété. Ouais. Donc, comme l'anxiété et l'angoisse a augmenté parce que la performance a augmenté, donc cette performance, elle est permanente, et du coup, elle stresse l'homme qui devient éjaculateur précoce. Et avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, le revenge porn et tout ça, où on va raconter sur les réseaux sociaux quel genre d'amant vous êtes. Où on va... Si vous êtes dans la catégorie lapin, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Mais bon, est-ce qu'on a trouvé le truc, quand même, en 35 ans pour retrouver le contrôle des éjaculations prématurées ? Ce n'est pas un truc, mais il y a des solutions, c'est clair. Et la bonne solution, c'est apprendre à respirer autrement. Si on arrive à respirer de manière abdominale, c'est-à-dire non pas par le poumon, mais par le ventre, à ce moment-là, les choses
vont permettre de relaxer l'homme. C'est une méthode de relaxation active. Et si l'homme utilise cela, il va pouvoir s'entraîner, entre guillemets, à jouir sans éjaculer, comme vous dites. Oui, ou en tout cas moins vite. C'est surtout ça, parce qu'en fait, malheureusement, quand il y a un éjaculateur précoce, ça se compte en secondes, voire en 10 secondes, 5 secondes. Et là, elle n'a pas le temps de sentir quoi que ce soit, la partenaire. Et même le monsieur, parce qu'ils vous disent finalement, il n'y a pas eu d'orgasme, il n'y a pas eu de jouissance ni de plaisir à éjaculer aussi vite. Non, mais visiblement, autant on a beaucoup travaillé sur l'érection et sur les troubles de l'érection, évidemment, avec des bons résultats, autant en ce qui concerne les éjaculations précoces, c'est quand même un long à venir comme résultat. Il y a aussi un autre. Il y a différentes méthodes d'accompagnement, comme le dit Dr Mimoun, mais il y a également le travail du périnée. On n'en parle que pour les femmes. Alors la semaine dernière, on a parlé du postpartum pour les femmes. Voilà, on parle très souvent de la rééducation périnéale féminine, mais en fait, il y a la rééducation aussi périnéale masculine, qui est un moyen aussi de travailler sur l'éjaculation précoce. Oui, c'est vrai. Peu d'hommes savent. Il y a très peu d'hommes et il y a peu de la pratique en fait. De spécialistes, qu'ils soient kinésy ou médecins, qui font de la rééducation pour les hommes, pour ce symptôme-là, quoi. Nadia, qu'est-ce qu'on peut envisager comme résultat avec une rééducation du périnée pour les hommes ? Alors, pas qu'une rééducation du périnée, parce que comme l'a dit justement Dr Mimoun, en fait, il y a aussi le travail sur cette anxiété. C'est multifactoriel, l'éjaculation prématurée. Donc, du coup, il faut travailler sur ces différents points-là pour arriver à un résultat concluant. Et c'est comme pour le vaginisme. Les résultats, en règle générale, sont assez bons. C'est pas le Dr Mimoun qui me contredira là-dessus. En tout cas, oui, on risque. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de souffrance aussi derrière tout ça. Oui, le vaginisme et l'éjaculation prématurée, c'est en miroir. C'est en miroir, ouais. D'ailleurs, pour revenir au début de l'émission, Rika Etienne disait qu'elle parlait de frigidité, mais dans votre livre, vous dites que la frigidité, ça n'existe pas. Non. Le terme a disparu. Comme impuissance. Non, par contre, vous parlez d'impuissance, mais pas de frigidité. Non. Moi, vous m'avez entendu parler d'impuissance. Non, je l'ai eu dans votre livre. Non, mais je l'ai lu dans votre livre. Parce qu'on l'a mis parce que, de même qu'on a cité la frigidité et l'impuissance, on les a cités parce que ce sont les termes que les gens comprennent. Parce que si vous leur parlez de troubles de l'érection ou d'anorgasmie, tout ça, ça devient très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est technique. Ça devient conceptuel. Il vaut mieux parler avec les termes que les gens utilisent et après on dit, en fait, il s'agit de ça. Donc pour ce qui est de la frigidité, effectivement... On parlait de femmes frigides. Ça n'existe pas. Donc les femmes frigidaires, là, ça vient de là, trop froides, qui n'ont aucun ressenti pendant l'acte sexuel. En réalité, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un orgasme. L'orgasme, c'est un état de relâchement après un état de tension. Il y a 4 phases en plus. Alors, il y a le schéma dans le livre, on n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est intéressant. Relâchement, ça veut dire que ça peut être monté au 7e ciel, mais ça peut être une toute petite secousse qui va passer inaperçue. Et la femme va dire, je suis anorgasmique, elle va pas le dire comme ça, mais bref. En réalité, elle aura eu un orgasme, mais elle s'en sera pas rendue compte. Mais par contre, on explique dans le livre les moyens d'amplifier son orgasme et de le retrouver. Bon, on n'a pas eu le temps de parler des asexuels, mais ça fera l'objet d'une autre... Ah oui, c'est fini, Rika Etienne. Je rappelle que le sexe pour les nuls, la nouvelle édition vient de ressortir chez First, sexualité, amour, couple, érotisme, des pistes pour comprendre le sexe d'aujourd'hui, après #MeToo et #balance ton porc. C'est les dernières recherches. Merci Rika Etienne d'avoir été avec nous. Amitié à votre mari. Merci Dr Mimoun d'avoir été avec nous. Très honoré de vous avoir reçu et passé une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci à vous.